Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'effroyable calvaire enduré par une jeune femme, promise à un bel avenir. Mais aussi l'incroyable ténacité dont ont fait preuve les gendarmes pour résoudre une intrigue qui, sans leur acharnement, aurait pu rester à jamais une énigme. Et quand on s'imagine comment ils l'ont rendu, c'est épouvantable. Nous sommes à Péronne, sous-préfecture de la Somme. Cette ville de 8000 habitants a été marquée par les batailles de la guerre 14-18. Son musée est là pour en témoigner. Un petit bourg plutôt rural, extrêmement paisible, un peu vivant, mais quand même zone assez rurale, qui paraissait devoir être sans histoire, sans délinquance et sans difficulté. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, survient ici un événement a priori banal. Le 11 janvier à 0h58, les gendarmes reçoivent un appel d'un automobiliste qui signale un accident. Il y a une voiture qui manifestement a quitté la route, qui a fait un tonneau et qui se trouve dans un champ dans le bas-côté. Et dans la voiture, il n'y a personne. L'homme a repéré à 100 km de Péronne, sur la route de Saint-Quentin, un véhicule en difficulté, tous phares allumés. Il n'y a pas de traces de sang, donc on peut supposer que le conducteur est sain et sauf et qu'il est rentré chez lui par ses propres moyens. L'automobiliste s'approche du véhicule et constate que la portière passager est ouverte, que l'autoradio est encore allumée. Plus inhabituel, l'homme découvre dans l'habitacle un trousseau de clés et un sac à main, laissant penser que l'automobiliste serait une femme. Avec l'immatriculation, il s'avère que ce véhicule appartient à Élodie Kulik, qui est directrice de la Banque de Picardie à Péronne. Comment cette femme aurait-elle pu rentrer chez elle sans ses clés au beau milieu de la nuit? Aux premières heures du jour, les gendarmes tentent de percer ce mystère. Les collègues vont à son domicile, elle n'a pas de réponse. De son domicile, ils se rendent à la banque où là, les employés disent écoutez, la directrice n'est pas là. Bon, elle ne nous a pas prévenus, il n'y a pas d'impératif de rendez-vous extérieur ce matin. Donc on a essayé de la joindre, elle ne répond pas sur son portable. Élodie Kulik, 24 ans, reste donc introuvable une dizaine d'heures après l'accident. Les enquêteurs envisagent le pire. On va vérifier les hôpitaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que vous avez admis à Saint-Quentin, à Péronne, un peu partout, à Amiens est-ce que vous avez admis? Personne. Donc là, effectivement, Élodie a disparu. Les gendarmes entrevoient déjà plusieurs pistes. Élodie Kulik serait-elle en danger? Ou aurait-elle choisi de disparaître de son plein gré? À Péronne, les gendarmes, qui sont à la recherche d'Élodie, disparue dans la nuit, décident naturellement d'appeler sa famille. Ses parents vivent à une centaine de kilomètres de là. Et le 11 janvier matin, on entend le téléphone, on décroche. Et je vous dirais même qu'on pensait bien que c'était Élodie parce que ce même 11 janvier, c'était notre anniversaire de mariage à mon épouse et à moi. On a un coup de téléphone de la gendarmerie nous demandant si on a des nouvelles de notre fille. Ça nous inquiète, hein. On pensait bien qu'immédiatement ça nous inquiète. Depuis 48 heures, Jackie n'a plus aucune nouvelle de sa fille. Et ça, c'est tout à fait inhabituel. Il est persuadé que quelque chose de pas normal s'est passé. Parce que justement, Élodie donne de ses nouvelles habituellement tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Elle est très proche de sa famille. Jackie et Rosemary Kulik se précipitent à Péronne, à 1 heure de route de chez eux. Ils tiennent à participer aux recherches. Et avec les gendarmes, ils retracent les dernières heures qui ont précédé la disparition de leur fille, le jeudi 10 janvier 2002. C'est vraiment
une journée, tout ce qui est de plus banal. Elle est allée à son travail, elle est sortie de son travail, elle avait rendez-vous avec un ami pour aller dîner au restaurant à la localité voisine de Saint-Quentin. Avant son rendez-vous, Élodie repasse rapidement chez elle. C'est une très jolie femme, Élodie Cuilic. Donc elle a des bottes noires, une jupe courte noire, des collants noirs et un espèce de manteau noir aussi. Élodie retrouve un ami, Hervé, au bar à tapas de Saint-Quentin, à 30 km de chez elle. Après avoir bu quelques sodas, il décide d'aller dîner dans un restaurant, à 500 mètres de là. Les gens l'ont vue, elle était normale, joyeuse, enfin, rencontrant un ami avec lequel elle a passé un agréable repas. Les clients du restaurant et le personnel interrogé n'ont remarqué aucune dispute entre les deux jeunes gens. Suite au dîner, ils ont terminé la soirée chez Hervé et ce n'est que vers 23h30 qu'Élodie décide de quitter son ami. La voiture d'Élodie est garée pas très loin. Elle remonte dans sa voiture et elle repart pour Péronne parce qu'elle va dormir chez elle et qu'elle va le lendemain va prendre son travail. C'est sur cette route de Péronne que se perd la trace d'Élodie, à 100 km de chez elle. C'est là que sa voiture accidentée est retrouvée, vide. C'est un accident qui me paraît bizarre, tout de suite. Cette route-là, moi, je la connais, Élodie la connaît. On l'a fait pendant 6 ans. On faisait la route tous les jours pour l'accompagner à l'école. Cette route est droite. La météo de cette nuit-là n'est pas mauvaise et la conductrice est prudente. Alors les gendarmes émettent une hypothèse. C'est un accident nécessairement qui a été provoqué par une cause extérieure et la cause extérieure, c'est un autre véhicule. Vous n'avez pas l'ombre d'un doute. Un scénario commence ainsi à germer dans l'esprit des enquêteurs. Et si un autre automobiliste avait intentionnellement poussé Élodie à l'accident en l'effrayant sur cette route? La voiture est retrouvée vide, Élodie n'y est plus. Donc par définition, Élodie a été embarquée de force dans un autre véhicule. Ce cheminement-là, les gendarmes en ont très vite la conviction. C'est également la conclusion que tire le père d'Élodie de cette première journée d'enquête. Je pense à un enlèvement dans la mesure où je me dis Élodie, c'est une jolie fille, hein. Elle est seule, la nuit, en voiture, sur la route. Vous savez, on envisage déjà le pire. Hein. On sait que pour les filles, il vaut mieux pas être trop jolie pour sortir la nuit. Hein. C'était mon raisonnement. Désormais, les gendarmes prennent les choses très au sérieux. En accord avec le procureur de la République, ils décident de lancer une procédure pour enlèvement et séquestration. Le temps est compté. Élodie est-elle séquestrée quelque part? Première recherche pour les enquêteurs qui veulent localiser Élodie. Tracer son téléphone portable. La dernière communication de la jeune femme remonte à la nuit de sa disparition, à 0h20. Elle a appelé les pompiers. Le soir de fait, l'opératrice, qui est au 18, décroche et elle entend une série de cris du halètement. Et madame, c'est pompier, j'écoute, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Et juste des cris, des halètements, et le téléphone qui est coupé. Le numéro de téléphone s'est affiché, comme dans tous les services de secours, sur l'écran de son ordinateur. Elle va donc naturellement reprendre ce numéro et le rappeler qu'il ne va plus jamais répondre. Cet appel de 26 secondes laisse craindre le pire aux gendarmes. Cet enregistrement est insoutenable de par l'effroi et la terreur qui se dégagent des cris et des sanglots d'Élodie. L'antenne relais, déclenchée par le portable d'Élodie, apprend aux gendarmes que l'appel a été passé à l'endroit de l'accident. Leur indique qu'il a eu lieu dans les minutes qui ont suivi la sortie de route. Et Élodie n'est pas seule. Lorsqu'on écoute derrière les hurlements d'Élodie ou pendant les moments où elle se calme, on entend distinctement des voix.
ça, on entend 2 voix à tout le moins. L'une des voix est fluette, l'autre autoritaire. C'est sûr, ces 2 personnes n'étaient pas là pour la secourir. Ces hurlements, c'est parce qu'elle voit arriver en face d'elle ceux dont elle sait, sans aucun doute, qu'ils vont l'agresser. Elle a peur, Élodie. C'est un appel au secours. C'est un appel de panique. L'appel est bref, mais après analyse, il va mettre les enquêteurs sur une première piste sérieuse. Pas de nom, pas de prénom. Quelques mots qui batterie, alors ce que c'est la batterie du téléphone qui a été enlevée, ce qui fait qu'après, lorsque le CODIS a voulu faire un contre-appel, il n'y avait plus de téléphone. Et puis des paroles comme tout va bien se passer. Et ça permet aussi de dire, pour les gens qui ont l'habitude d'entendre les Picards, que ce sont des voix qui ont un accent local. La jeune femme est donc peut-être séquestrée, non loin de là. Une hypothèse malheureusement très vite écartée. Il est 10h45 ce samedi 12 janvier. Un agriculteur vient jeter du fumier dans une décharge de la commune de Tertry, à quelques kilomètres de Péronne. À peine arrivé, il découvre le corps d'une femme, inanimée. L'agriculteur qui découvre le corps ne s'en approche pas. Il appelle le maire du village voisin dont il est ressortissant, qui lui-même appelle immédiatement les gendarmes. Les gendarmes mettent moins d'une demi-heure à arriver sur place et leurs constatations sont effroyables. On a un corps qui est sur le dos, les jambes pliées en direction du thorax, carbonisé et la face côté gauche qui est encore un peu intacte, donc qui permet d'identifier Élodie Kulik. Élodie a été sauvagement assassinée. Le capitaine Fouache, en charge de l'affaire, ne tarde pas à se forger une opinion sur les auteurs des faits. C'est vrai que ma première réaction lorsque je suis allé là-bas, c'est que difficile d'accès pour celui qui ne connaît pas. C'est le premier sentiment que j'ai eu, puisque moi j'ai même raté l'entrée de ce fameux chemin de terre pour accéder à cette décharge de la Tombelle. Et je me suis dit, il faut connaître pour y aller. Voilà qui semble confirmer que le crime a été commis par des gens du cru. Dans la région de Péronne, se cacheraient donc des tueurs, mais qu'ont-ils fait subir à Élodie Kulik? Et surtout, où se cache-t-il? À Tertry, le corps sans vie d'Élodie vient d'être découvert. Les techniciens de la police scientifique sont à l'œuvre pour récolter le moindre indice. Les gendarmes également, ils ont fait ce qu'on appelle un gel de la scène de crime. Et ils ont ratissé tout le périmètre et ils vont découvrir un certain nombre de choses. Notamment un préservatif usagé, une serviette, des mégots de cigarettes. Donc c'est tous des éléments qui vont être prélevés pour partir en analyse et permettre peut-être de découvrir un potentiel ADN. Et les résultats de ces analyses ne se font pas attendre. On va savoir que sur le mégot, sur le préservatif, se trouve un ADN nucléaire, donc qui est une signature de l'auteur incontestable, et que cet ADN se retrouve sur le corps d'Élodie. Donc on sait bien que le préservatif a été utilisé pour violer Élodie. L'autopsie du corps d'Élodie ne tarde pas à confirmer cette hypothèse, mais elle apporte aussi d'autres précisions sur les circonstances du drame. L'autopsie du corps nous permet d'indiquer que Élodie a été violée, qu'elle a été étranglée, que vraisemblablement cet étranglement a été fait à main nue ou avec des gants, puisqu'il n'y a pas de trace de lien d'une corde ou autre, et qu'à l'issue, les gens ont versé un accélérateur, type carburant, pour la brûler. Mais en tout état de cause, elle était morte avant d'avoir été brûlée. De toute évidence, la jeune femme a vécu un calvaire. À présent, il reste une tâche particulièrement pénible pour les enquêteurs, prévenir la famille.
C'est la gendarmerie qui nous appelle à nouveau, en nous disant qu'on vient de retrouver un corps et que vraisemblablement il s'agit du corps d'Élodie. Alors là, c'est le monde qui s'écroule. Hein. Là. Malgré la douleur, Jackie et Rosemary Kulik font preuve d'un courage inouï. On ira reconnaître le corps après. Mon épouse et moi, on a voulu aller la voir. On l'a vu. Bien qu'on nous ait déconseillé de la voir. Mais je voulais voir dans quel état on me l'avait mise. Oui. C'est affreux. Et quand on la voit là, et quand on s'imagine comment ils me l'ont rendu, c'est épouvantable. Le crime est odieux, mais les enquêteurs de leur côté se montrent optimistes. Voilà une scène de crime où on a d'un côté des traces d'ADN. D'un autre côté, on a un appel téléphonique, de qualité médiocre soit, mais un appel téléphonique avec des voix. Voilà. Donc on se dit qu'avec tous ces éléments-là, on va sans doute arriver à une solution quand même assez rapidement. Pour enquêteurs, je veux dire, c'est, entre guillemets, au départ, c'est du pain béni. C'est une enquête qui va être rondement menée. À cet instant, les gendarmes ne le savent pas encore, mais ils sont face à une des enquêtes les plus complexes qu'ait connue la région. Qui se cache derrière cet ADN? Et pourquoi s'est-il acharné avec tant de violence sur Élodie? Il existe en France un fichier national des empreintes génétiques, le FNEG, répertoriant les ADN de tous les criminels connus des services de justice. C'est naturellement le premier espoir des enquêteurs. L'ADN qui a été prélevé sur la scène de crime, on va le mettre en comparaison avec les ADN qui sont dans les FNAG. Et là, rien ne sort. Les gendarmes doivent donc reprendre l'affaire à zéro. Et c'est sur la vie de la victime qu'ils vont à présent se pencher. Comme on peut le voir sur ces images familiales, Élodie a grandi dans un environnement protecteur. Il faut dire que les Kulik ont déjà été frappés par le drame. Avant la naissance d'Élodie, le couple a déjà perdu ses 2 premiers enfants dans un accident de voiture. La jeune femme était donc la prunelle de leurs yeux. Elle a été magnifique, moi j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots pour qualifier ma fille. Élodie est une jeune fille pétillante, jolie, travailleuse, fidèle en amitié. C'est une femme qui réussit, puisque à 24 ans, elle était devenue directrice d'agence dans une agence bancaire. C'était la plus jeune de France à occuper cette responsabilité. Collègues, amis, familles, tous sont entendus. Des dizaines de témoignages sont recueillis et de nombreux ADN prélevés, en vain. Et alors que les investigations patinent, le commissariat de Saint-Quentin redonne un souffle à l'enquête. Un homme, connu de leur service, semble suspect. C'était un repris de justice, agresseur sexuel, qui se trouvait à Saint-Quentin, aux abords du restaurant où Élodie a dîné ce soir-là, et qui ensuite est retourné à Péronne en prenant la même route qu'Élodie. Pendant 24 heures, on s'est dit, on le tient. Mais après 24 heures de garde à vue, le verdict de l'ADN tombe, ce n'est pas lui. Les gendarmes sont à nouveau dans l'impasse. Au bout de 6 mois, on était toujours avec un ADN. Et puis après, rien, entre guillemets, pas de piste véritablement sur les auteurs potentiels de ce méfait. C'est alors qu'un événement dramatique bouleverse l'enquête. Un nouveau crime frappe la région, à 20 km de Péronne. Le 8 juillet 2002, Patricia Leclerc est retrouvée assassinée. On se retrouve avec une deuxième jeune fille, puis violemment, de nuit. Donc une certaine psychose s'installe sur l'arrondissement de Péronne.
6 semaines après le meurtre de Patricia, la Somme est à nouveau frappée d'effroi. Le corps sans vie de Christelle, 18 ans, est découvert. Elle aussi a été suppliciée et violée. Là, on se retrouve avec 3 faits criminels en 8 mois de temps sur un cercle de 40 km. Désormais, c'est un tueur en série qui est recherché. Et grâce à un témoin, il est rapidement identifié. Jean-Paul Lecomte, déjà connu pour des agressions sexuelles, est confondu pour les meurtres de Patricia et de Christelle. En revanche, il est mis hors de cause pour celui d'Élodie. Il était en prison le jour où Élodie a été assassinée. Il avait l'alibi absolu. Pour moi, c'est une déception, évidemment. C'était mon tueur, quoi, hein, donc... Ce nouveau revers ébranle particulièrement la famille Kulik, à commencer par Rose-Marie, la mère d'Élodie. C'est trop pour elle. Elle avale des produits toxiques. Elles sont dans un coma dont elle ne se révélera jamais. Une année s'est écoulée depuis la mort d'Élodie. Les enquêteurs disposent de l'ADN d'un violeur, de l'enregistrement des voix de 2 meurtriers, mais finiront-ils par les identifier? La famille d'Élodie aura-t-elle enfin les réponses aux questions qui la hantent? À Péronne, 1 an après le meurtre d'Élodie, des dizaines de pistes ont été explorées et fermées les unes après les autres. Mais les enquêteurs ne désarment pas. Ils recherchent toutes les personnes susceptibles d'avoir été à proximité des lieux du meurtre. Ils épluchent tous les appels passés la nuit du crime. C'est un peu plus de 14 000 appels qui ont été passés aussi bien sur les lieux de l'accident que sur le lieu de découverte du corps. Plus de 10 000 personnes sont entendues, 600 pistes sont exploitées et surtout près de 5 500 prélèvements ADN sont effectués pour les comparer à celui recueilli sur la scène de crime. C'est le plus grand nombre de prélèvements ADN réalisés en France dans une enquête criminelle. 10 ans s'écoulent sans aucune avancée. Mais en 2011, un chimiste est nommé au sein de la cellule spéciale créée à la gendarmerie d'Amiens pour résoudre l'affaire Kulik. Et il propose une idée inédite. Et il sait qu'à Quantico, qui est le siège du FBI aux États-Unis, et à Scotland Yard, on utilise une technique dite d'apparentement de l'ADN. C'est une première en France. On ne cherche plus l'ADN du tueur, mais celui d'un proche, dont l'empreinte génétique serait éventuellement répertoriée dans les fichiers. Un travail de fourmi qui va payer. En novembre 2011, on a un retour positif qui nous dit que Patrick est apparenté avec l'ADN découvert dans le préservatif et sur Élodie Kulik. En 2002, Patrick était en prison pour agression sexuelle. Depuis, il est retourné dans son village, à 20 km de Saint-Quentin. C'est là que les gendarmes viennent prélever son ADN et celui de son épouse. On va constater que l'ADN, qui est le fruit des deux, est exactement celui qu'on découvre sur la scène de crime. On a un prénom, on a un nom. L'ADN correspond à un monsieur qui s'appelle Grégory. Grégory, 22 ans à l'époque des faits, le fils de Patrick, est le violeur d'Élodie. Et c'est le juge d'instruction d'Amiens qui est chargé d'en informer Jackie Kulik. La mission est plus délicate qu'il n'y paraît. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Il dit, je vais commencer par la bonne nouvelle. Hein. On a identifié le titulaire de l'ADN. Oh. Enfin, malheureusement, il est décédé. Grégory est mort dans un accident de voiture en 2003, 18 mois après le meurtre d'Élodie.
Il ne sera donc jamais jugé. Ne reste plus aux enquêteurs qu'à identifier son complice. Il faut se replacer en 2002 et retrouver avec qui, à l'époque, il sortait, avec qui il travaillait. Est-ce qu'il avait des fréquentations de passage? Est-ce qu'il avait vraiment des amis? Passionné de sport mécanique, Grégory a de nombreux camarades. Les gendarmes se concentrent sur 7 d'entre eux. Le 16 janvier 2013, ils les mettent en garde à vue et abattent leur dernière carte. Il confronte les personnes qui sont gardées à vue avec l'enregistrement de l'appel au secours d'Élodie et des voix qu'on entend aussi. Il y a 7 personnes en garde à vue. Sur les 7 personnes en garde à vue, 5 disent « c'est la voix de Willy ». Il dit ben oui, c'est ma voix. On croit qu'il va craquer. C'est ma voix, mais c'est pas moi quand même. Je me souviens plus de rien. Et puis après, il dira non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Au terme de 48 heures de garde à vue, Willy, 39 ans, est mis en examen pour enlèvement et séquestration, suivi de viol et de meurtre. Mais était-il aux côtés de Grégory le soir de la mort d'Élodie? Il continue de le nier. Aucune trace de sa présence sur les lieux du crime n'a été relevée. Est-ce vraiment sa voix sur l'enregistrement de l'appel au secours lancé par Élodie? Même les experts sont divisés. Pourtant, Jackie Kulik, lui, en est persuadé. Il a fallu bien longtemps pour arriver à détenir une bonne partie de la vérité. Mais c'est un très très bon bilan parce que la ténacité des enquêteurs, des juges qui se sont succédés a porté ses fruits. Les enquêteurs ont fait un travail magnifique. Willy est incarcéré à la prison d'Amiens en attendant de savoir s'il sera un jour renvoyé devant les assises. À Péronne, 13 ans après la mort d'Élodie, Rosemary, sa maman, n'est plus là pour connaître la vérité. Elle s'est éteinte en 2011. Et malgré les zones d'ombre qui continuent à planer sur cette affaire, Jackie, son époux, a tenu le serment qu'il lui avait fait. J'avais fait la promesse de les retrouver. Et on est en bonne voie. On en a retrouvé un qui malheureusement est mort. Mais on aura le fin mot. J'arriverai à... Les enquêteurs arriveront à dénouer le scénario de tout ce qui s'est passé. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un meurtre commis de sang-froid dans l'univers gothique. Un crime qui va plonger 2 familles dans le désarroi et mettre à jour le profil d'un meurtrier particulièrement atypique. On peut dire qu'il avait une passion de la mort, c'est-à-dire qu'il a une addiction pour la mort quelque part, comme certains, une addiction pour la drogue, lui c'était la mort. Préfecture de l'Aisne, la ville de Laon domine les plaines de Picardie. À son sommet, la cathédrale vient couronner la cité médiévale. La cathédrale, les ruines, les remparts, l'histoire, le passé, surtout ici un passé médiéval. Nous sommes dans le monde de la pierre. Le style gothique des bâtiments marque la ville et inspire aussi la jeunesse locale. Sonia Brandbrook, adolescente de 17 ans, fait partie de ces jeunes gothiques qui ne passent pas inaperçus dans les rues de la ville. Elle était charmante, quoi. C'est un peu innocente. Bon, elle était un peu en décalage parce qu'elle était dans ce qu'on peut appeler en mode gothique. Sonia vit à 30 km de là, chez ses parents. Lycéenne, elle rentre tous les soirs à 19h30 à Châtillon-les-Sons. Le bus scolaire la dépose à 2 pas de sa porte. Mais ce jeudi 19 avril 2012 n'est pas un soir comme les autres. Il était 7h20 et j'ai vu le bus descendre. Puis au bout d'un moment, je ne vois pas la grille s'ouvrir. Je dis à ma femme, je dis
Sonia, c'est qu'elle est. Elle n'est pas rentrée. Je dis, je vais aller voir à l'arrêt de bus. Peut-être qu'elle est en train de discuter avec ses copains à l'arrêt de bus, qu'elle a la tarte pour rentrer. Et puis, à l'arrêt de bus, il n'y avait plus personne. Alors c'est là qu'on s'est inquiété. On a essayé de l'appeler sur son portable. C'était la messagerie. Elle n'éteignait jamais son portable. Inquiets, Bernard et Marie-Claude Brandebrook téléphonent aussitôt aux frères et à la sœur de Sonia, mais aussi à son petit ami Victor, qu'elle fréquente depuis 1 an. Vous n'avez pas une nouvelle de Sonia? Elle dit non. L'autre, il répond non, personne n'avait de nouvelles. Et là, aussitôt, ça m'a inquiété, aussitôt. J'ai dit, il est arrivé quelque chose à Sonia. Il est arrivé quelque chose. Sonia n'est jamais sortie sans prévenir ses parents. Jamais. Commence alors une soirée d'angoisse à guetter par la fenêtre et à faire les 100 pas. On a attendu, puis au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari, je dis, il faut appeler la gendarmerie. Hein. J'étais à peu près 11h, 11h30 du soir. J'ai téléphoné donc à la gendarmerie de là pour leur dire que ma fille avait disparu. Pour eux, elle avait fait une fugue. Elle avait fugué. Moi, j'étais sur les nerfs, je dis que c'est pas possible. Parce que Sonia, elle n'a pas disparu comme ça. La nuit qui suit est longue pour la famille Brandebrook. Une nuit d'insomnie dans l'attente. Mais où a donc disparu Sonia? A-t-elle fait une fugue, comme le pensent les gendarmes? Va-t-elle réapparaître au petit matin? Nous sommes à présent le 20 avril. Cela fait plus de 12 heures que Sonia n'a pas donné signe de vie. Alors, après une nuit d'angoisse aux premières heures du jour, Bernard Brandebrook décide de se rendre à la gendarmerie. Mais l'officier qui le reçoit se veut rassurant. Ce qu'on peut considérer comme une disparition de mineurs, 99% du temps, c'est des fugues. Mais nous, on a dit non, c'est pas une fugue, on connaît notre fille quand même. Hein, on était tout le temps avec elle, on était très très proche d'elle. Nous, on a dit c'est pas une fugue, c'est pas possible. Et il s'est passé quelque chose et nous, on le sentait. Si la famille de Sonia a un très mauvais pressentiment, c'est avant tout parce que la jeune fille n'a aucune raison de fuir le domicile familial. Et pour cause. Née en 1995, elle a vécu une enfance heureuse et choyée auprès des siens, à Châtillon-les-Sons. Petite fille a croqué déjà. Elle a été facile à élever, elle était une bonne élève, elle travaillait bien, elle faisait toujours ses devoirs, elle était toujours... D'abord, elle avait de très bonnes notes. Arrivée au lycée, Sonia décide de préparer un bac professionnel commercial. À 17 ans, elle est en terminale. Ses camarades l'apprécient vraiment. Elle s'était toujours fait rigoler, elle était joyeuse, tout. Elle aimait bien faire la fête avec tout le monde. Toujours plein de vie, plein de gaieté, plein de joie. Elle n'était pas du tout renfermée. Elle était ouverte avec tout le monde d'abord. Elle se souciait même trop des autres. Elle s'occupait beaucoup des problèmes des autres et puis elle passait toujours après. Comme toutes les adolescentes de son âge, Sonia vit ses premiers émois avec Victor, lycéen lui aussi. Ah oui, ils étaient très amoureux. D'abord, en dernier, ils étaient même fiancés. C'était l'amour fou entre Victor et elle. Mais Sonia, la jeune fille souriante, est aussi connue sous une autre facette. Sonia, de la vie générale, était une fille assez rigolote, assez gentille, qui avait un côté sombre dans le sens où elle était attirée par le monde gothique, métal, où elle avait un look assez sombre. Elle aimait bien s'habiller en noir, elle aimait bien le noir et tout ça. Mais bon, c'était pas plus... C'était son style comme ça, si vous voulez. C'est style jeune, mais elle faisait pas partie de gothique, hein, pas du tout. C'était son style comme ça, c'est tout. Pour eux, le style de Sonia n'est qu'une lubie d'adolescent. En aucun cas le signe d'un mal-être qui pourrait expliquer une fugue. Alors pour Bernard, son père, pas question d'attendre que les gendarmes commencent leurs investigations. Persuadé que sa fille est en danger, il décide d'agir. Son père et la demi-sœur de Sonia vont sur le terrain, vont enquêter. Ce que feraient les gendarmes, une enquête de voisinage quelque part. Premier objectif, établir l'emploi du temps de Sonia, la veille de sa disparition.
Ses camarades de classe ne peuvent pas l'oublier. Ce jeudi matin, il passait une épreuve de pack blanc que Sonia semble avoir réussi haut la main. Elle était sortie en fin de matinée pour rejoindre un bar, le Lutin Bleu, qui est le lieu de rendez-vous des jeunes dans la ville haute de Laon. Le patron du bar se souvient très bien de Sonia, car elle est une habituée des lieux. Ce jour-là, elle arrive vers 11h. Oh, elle a bien dû rester 1h30, peut-être 2 heures, je sais plus, mais elle est restée un bon moment même. L'homme se souvient parfaitement des dernières minutes de Sonia, ce midi-là, dans son établissement. Je me rappelle bien que à ce moment-là, elle est toute seule à table dehors. Le dernier souvenir que j'ai, c'est qu'elle est toute seule en terrasse et voilà. En terrasse, Sonia reçoit et émet quelques textos, puis disparaît. Elle n'a pas dit avec qui elle partait, elle n'a pas dit qui est-ce qui lui a envoyé les textos, elle n'a pas dit où elle allait, ce qu'elle allait faire. Elle est partie sans qu'on ait aucune raison de s'inquiéter. La famille de Sonia a-t-elle raison de s'inquiéter? Qui Sonia a-t-elle rejoint et surtout, est-elle en danger? Ce vendredi 20 avril 2012, en fin de matinée, la famille Brandbrook poursuit son enquête sur la disparition de Sonia. À force d'insistance, un nom finit par venir à leurs oreilles à plusieurs reprises. Tout le monde vous disait que Sonia avait été vue avec Lewis en dernier. Mais Bernard et Marie-Claude Brandbrook ne savent quasiment rien de ce garçon, pour le moins énigmatique. J'ai déjà entendu ce nom-là. Quand après on me l'a dit, oui, j'ai entendu parler qu'elle m'avait dit qu'elle avait un copain qui s'appelait Lewis, mais sans plus. Lewis est élève en terminale, lui aussi. Il a 18 ans, Sonia et lui se connaissent depuis 3 ans. C'est leur look gothique qui les a rapprochés. Quand il a fait la connaissance de Sonia, par l'intermédiaire de certains amis qui disaient « Tiens, voilà, cette fille-là s'intéresse à toi », parce qu'elle voyait aussi son look, et les résultats, ils se sont rapprochés. Dans ce sens-là, elle était proche de Lewis, qui avait le même univers. L'information se confirme. Lewis et Sonia ont bien été vus ensemble, vers 13h, à proximité des ruines de l'abbaye Saint-Vincent, sur les hauteurs de Laon. Au vu des témoignages rapportés par la famille de Sonia, les gendarmes décident de convoquer le jeune homme. À titre de témoin, il est entendu. Il est la dernière ou l'une des dernières personnes à être aperçue avec Sonia. C'est qu'il a avoué d'ailleurs, puisqu'il dit ben oui, j'étais avec elle, mais on s'est séparés à la suite d'une conversation qui a dégénéré. Et au gendarme, il dit en tout cas, je l'ai laissée, elle était en bonne santé. Lewis n'est donc pas inquiété. Pourtant, moins de 2 heures plus tard, en tout début d'après-midi, un témoignage vient relancer l'affaire. C'est celui d'une ex-petite amie du jeune gothique. Il y a une certaine Julie, qui est une ex-amie de monsieur, qui donc informée de ces situations, va se rapprocher de la gendarmerie de Laon pour porter à la connaissance des gendarmes l'information selon laquelle elle avait reçu un appel téléphonique de lui annonçant avoir tué Sonia. Les gendarmes comprennent cette fois-ci qu'ils n'ont pas affaire à une simple fugue, mais sans doute à une affaire criminelle. Ils décident de partir à la recherche de Lewis, mais ils sont pris de vitesse par le papa de Sonia, qui est déjà sur les traces du jeune homme. À 16h, il le repère à la sortie du lycée. La réaction de Lewis, c'est de se sauver comme un lièvre. Il court. On a fait on arrivait à le coincer sur le trottoir, on l'a attrapé, on le tenait. On a commencé à le questionner. Je dis, bah, il lui dit, Sonia, où c'est qu'elle est? Il ne répondait pas.
Lewis ne répond pas. Et sa réaction devient même plus arrogante encore. Il nous regardait, et la seule réaction qu'il avait, c'était de ricaner. Dire, de se foutre de notre gueule. Il haussait les épaules et puis il disait qu'il avait rien fait. Puis il rigolait. J'ai rien fait, qu'il disait. Malgré ces dires, les gendarmes décident d'interpeller Lewis et le placent en garde à vue. A-t-il vraiment tué Sonia, comme il l'a affirmé à son ex-petite amie? À Châtillon-les-Sons, les parents de la jeune Sonia viennent de regagner leur maison. Fébriles, ils attendent des nouvelles de la gendarmerie. Tous espèrent encore retrouver Sonia, vivante. On était donc là, tous réunis dans la salle à manger. Je vois une voiture de gendarmerie arriver. Et puis, je sors. Je regarde, je dis... Il est arrivé quelque chose de grave. Il a la réponse qu'il m'a dit, rentrez. Mais on a fait rentrer. Puis là, il nous a expliqué que Sonia a été retrouvée assassinée. Et alors que le monde s'écroule pour la famille Brandbrook, Lewis, placé en garde à vue, vient de passer aux aveux. Oui, il a bien tué Sonia et abandonné son corps sans vie près d'une abbaye en ruine dans la ville. Lewis va, lorsqu'il est placé en garde à vue, passer aux aveux avec une aisance extrême. Très froid. Alors les enquêteurs ont noté quelqu'un de très froid, avec beaucoup de recul sur les faits. Lewis raconte avec force détail les derniers instants de la vie de Sonia. C'est lui, alors qu'elle était isolée à la terrasse d'un bar, qui lui a envoyé un SMS lui demandant de venir le retrouver près de l'abbaye Saint-Vincent. Il l'a attiré exprès à cet endroit, c'est-à-dire que c'est une abbaye en ruine qui a brûlé il y a quelques années. À côté, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de buissons, un endroit assez reculé. Et il l'attire là-bas parce qu'il savait très bien qu'elle accepterait de le rejoindre. Et elle arrive avec son sourire, sa gaieté, sans aucune inquiétude possible puisqu'elle a rendez-vous avec un ami. Et il lui dit qu'il va lui offrir un t-shirt, il lui demande de se retourner, elle enlève son suite. Et puis voilà, les faits commencent. Sonia vient de tomber dans un guet-apens. Armé d'un couteau à cran d'arrêt, Lewis ne laisse aucune chance de survie à sa victime. La scène de crime dure selon Lewis 20 minutes, parce que Sonia s'accroche à la vie. 20 minutes où il pensait qu'elle serait morte plus tôt, plus vite, mais ça dure 20 minutes, c'est long 20 minutes. Quand il donne le premier coup à Sonia lui dit « Mais Louis, c'est moi. » Et lui dit, il va dire, en ce moment-là, moi, je lui donne plusieurs coups parce que ça m'énerve qu'elle crie. Elle crie trop, Louis. Alors, résultat... Le crime est d'une violence rarissime. Et à la question des gendarmes, pourquoi un tel déchaînement? Lewis avance une explication qui fait froid dans le dos. La question de savoir, mais qu'est-ce que vous auriez bien voulu vivre? Elle dit oui, peut-être que excitation sur le plan sexuel. Ou, je sais pas, quelque chose comme ça. Il dit non, j'ai rien senti finalement, j'ai tué pour rien. Il a tué Sonia, il pensait avoir du plaisir ou à chercher quelque chose d'ultime, et il a été déçu. En apprenant le sort qui a été réservé à leur fille, les parents de Sonia s'effondrent. Perdu de fille telle que Sonia, à l'âge qu'elle avait, dans des conditions que ça s'est passé, vous savez, les gens, tout le monde a été outré. Comme on dit, on voit ça à la télévision, c'est déjà dur de voir ce que ça se passait chez les autres. Mais quand ça vous arrive chez vous, alors là, vous savez, tout s'écroule. Moi, j'étais... On ne savait plus quoi faire, on était complètement déboussolés. Trop de questions se bousculent encore dans la tête des parents de Sonia.
Pourquoi Lewis s'en est-il pris à elle? Comment ce garçon de tout juste 18 ans a-t-il pu en arriver là? Pour mieux comprendre la logique meurtrière du jeune gothique, les enquêteurs doivent se pencher sur l'histoire de l'adolescent, deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Alors les réponses seraient-elles dans l'intimité de cette famille? Pour le savoir, les gendarmes entendent le soir même le père de Lewis. Il n'y avait pas de conflit, jamais eu de bagarre à la maison entre frères, des chats aussi, mais de la bagarre, non. Lewis n'a jamais été violent envers ni ses frères ni ses sœurs. Bon, il ne montrait pas ses sentiments, ça c'était sûr. Il était très réservé, très froid. Il était glacial. Glacial au point de ne fréquenter que peu de monde. Il semble être solitaire et effectivement, pourtant c'est très intelligent, mais solitaire. On a l'impression que son monde se résume à lui. Il avait quand même des copains, il avait quand même des copines. Il sortait avec ses copains. Les parents de Lewis n'ont, semble-t-il, pas perçu la détresse de leur enfant et les aspects les plus sombres de son caractère. Lewis avait un style un peu gothique, tout au moins un peu gothique. Disons qu'il voulait s'habiller différemment quand il est arrivé au collège et au lycée. J'ai l'impression que c'était pour se faire remarquer, coucou, je suis là. Pourtant, Lewis n'a jamais cherché à cacher les faces les plus obscures de sa personnalité. C'est quelqu'un qui était donc attiré par le côté morbide. Dans sa chambre, c'était très sombre, avec des crucifix, des cimetières dessinés, des pendus, des marionnettes pendues. Bon, d'accord, il faisait des dessins un peu monstrueux, tout au moins monstrueux, ouais, un peu hard, mais je pensais que c'était la crise de l'adolescence. Les cimetières, Lewis ne fait pas que les dessiner. Il les fréquente avec assiduité le jour et la nuit aussi. Il aime les arpenter. Il y donne des rendez-vous, à Sonia par exemple, 2 jours avant le meurtre. On peut dire qu'il avait une passion de la mort. En fait, son hobby, c'était la mort, les organes. Vraiment, il est attiré d'une façon... j'allais dire, il a une addiction pour la mort quelque part. Comme certains, une addiction pour la drogue, lui, c'était la mort. Donc il est arrivé, d'après plusieurs témoins, qu'il tue des animaux, donc des rats. Il aimait disséquer des souris ou des petits rongeurs. Mais aussi, il a tué aussi, d'après plusieurs témoins, il aurait tué des chats. Donc il avait vraiment cette passion de la mort qu'il a voulu mettre à exécution en allant plus loin qu'un chat, c'est-à-dire en tuant un être humain. Durant sa garde à vue, Lewis ne le cache pas aux gendarmes. Son crime, il le préméditait depuis longtemps. Selon les informations qu'il me fournit, il projetait de tuer quelqu'un, bien quelqu'un. Là, jusque-là, il ne détermine pas la victime. Il projetait de tuer quelqu'un depuis 1 an. Donc c'est une idée, un moment, qui mûrissait dans son esprit. À ce stade de l'enquête, les circonstances de l'assassinat sont déjà éclaircies. Mais un mystère de taille demeure, celui du mobile. Dans son schéma de réflexion, je sais pas, dans ce qu'il explique, c'est que... Donc il avait une relation amoureuse avec Julie, je crois dans les années 2010-2011. Il a une rupture sentimentale. Donc, à la suite de cette rupture, il en veut aux femmes. Alors, il voulait, à un moment, il disait, je voulais tuer aussi Julie, mais comme je l'aime, j'ai pas osé. Se dessinerait donc l'hypothèse d'un meurtre par substitution. À défaut de tuer son ex-petite amie, Lewis aurait décidé d'en tuer une autre. Mais alors pourquoi Sonia ? Pourquoi Sonia? Parce qu'il explique qu'elle était facile, c'était la proie facile, parce qu'elle était justement ouverte vers lui, vers les gens, qu'elle allait vers lui sans inquiétude aucune, sans méfiance aucune. Parce que je pense que Lewis pouvait être un personnage surprenant de l'extérieur,
Mais Sonia, avec toute sa tolérance, y allait facilement. Donc ça a été Sonia. Très rapidement, ça a été Sonia. Un assassinat sans mobile certain. Une victime choisie presque au hasard. C'est à se demander si Sonia n'a pas été la proie d'un fou. Depuis le 20 avril 2012, Lewis est à l'isolement derrière les barreaux de la prison de Laon pour l'assassinat de Sonia Brandbrook. Depuis 1 an et demi, le magistrat instructeur a surtout essayé de répondre à une question obsédante. Lewis était-il responsable de ses actes? En d'autres termes et en des termes plus courants, était-il fou lorsqu'il a décidé d'assassiner Sonia? La réponse est non. 2 collèges d'experts ont été nommés pour examiner la psychologie du jeune homme. Tous les psychiatres qui l'ont approché ont des conclusions unanimes et inquiétantes. Lewis présente une dangerosité extrême au sens criminologique. C'est-à-dire que Lewis est quelqu'un de pervers et de dangereux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le registre de la perversion avec une personnalité que les experts qualifient de psychotique. D'où la dangerosité extrême de Lewis. Cette dangerosité, c'est là où le dossier est extrêmement inquiétant, ne cesse pas à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, les experts estiment qu'il n'y a aucun argument permettant de dire et d'affirmer que Lewis est capable de maîtriser ses passages à l'acte. Pour autant, psychiatres et psychologues ont jugé que Lewis n'avait pas d'altération du jugement au moment des faits. Il est donc responsable de ses actes et sera jugé à la fin de l'année 2014 devant la cour d'assises de Laon. Ce procès me fait peur. Je suis perdu, déboussolé, complètement anéanti. Je peux pas comprendre ce qu'il a fait, c'est pas possible. Comment voulez-vous comprendre un tel acte? Si je veux être objectif, si je parle que si ça serait ma propre fille, la petite Sonia, mon fils dans aucun cas devrait ressortir de prison. Dans aucun cas. Mais ça reste mon gamin. C'est pas pour ça que je l'ai renié. Bien sûr que je suis désolé pour la famille de Sonia. J'aurais préféré qu'il me tue moi que tuer la pauvre petite Sonia. Si demain je pouvais leur donner ma vie pour que leur fille revienne, je l'aurais sans problème. Et même si Lewis décidait de s'excuser, les parents de Sonia ne veulent pas l'entendre. Je ne demande rien. Je ne demande même pas qu'il vienne, je veux même pas qu'il s'excuse. Parce qu'il n'a aucune excuse pour moi. C'est trop facile de s'excuser, de dire hey, je regrette. Non, pour moi, non. Non, pas moi, pas pour moi. À Laon, bientôt 2 ans après l'assassinat de Sonia Brandbrook, personne ne veut oublier le sourire de la jeune victime. Alors une plaque à sa mémoire a été apposée sur les remparts de l'abbaye Saint-Vincent, près de laquelle elle a trouvé la mort. Une mort dont les raisons restent pour le moment encore un mystère. D'habitude, il y a toujours un mobile, même si des fois c'est un peu, ça finit par une bagarre, ça peut être une vengeance, ça peut être. Mais là, le mobile, c'est vouloir tuer, assouvir une pulsion meurtrière. Et ça, de mémoire, j'ai encore rencontré aucun fait divers de ce type. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire de la mystérieuse disparition d'un père de famille ordinaire. Un fait divers hors du commun, derrière lequel se cachent des meurtriers au profil particulièrement atypique. Elle nous a menti depuis le début, elle a menti à tout le monde, elle a menti aux gendarmes, elle a menti à la presse.
Nous sommes à Longueuil-Anel, un village de 2500 âmes, traversé par le canal de l'Oise. Cette commune picarde est réputée pour son musée des bateliers. On y rend hommage aux pilotes de ces péniches qui font le charme de la région. Le 10 novembre 2008, il est midi, lorsqu'une femme, accompagnée d'un ami, pousse la porte de la gendarmerie de Choisy-au-Bac. Elle s'appelle Isabelle et se fait du souci pour son mari, Jean-Luc Lemaire. Isabelle semble une femme désespérée, inquiète, complètement démontée. Son mari n'est pas rentré. Aux gendarmes, Isabelle raconte que la veille au soir, son compagnon Jean-Luc jardinait avec son ami Frédéric Ricot, quand elle a été contrainte de les interrompre. Isabelle va rejoindre son mari dans un jardin ouvrier qu'ils avaient et va lui demander s'il veut bien accompagner Frédéric Ricot pour aller dépanner un ami dont la voiture est en panne en pleine forêt. Comme c'est Isabelle, en qui il a totalement confiance, qui vient lui demander d'aller réparer cette voiture et d'accompagner Frédéric Ricot, il y va. Cet ami dont la voiture est en panne, c'est Alain Lanternier. À 19h, Jean-Luc Lemaire et Frédéric Ricot, l'ami avec lequel il a l'habitude de jardiner, se rendent donc au camping où Alain vit provisoirement. Mais 4 heures plus tard, Alain Lanternier, le propriétaire de la voiture en panne, et Frédéric Ricot reviennent chez Jean-Luc pour le remercier du service rendu. Problème, Jean-Luc n'est pas chez lui. Ces deux hommes se sont étonnés de ne pas retrouver au domicile Jean-Luc Lemaire, parce que dans leur esprit, il était parti beaucoup plus tôt. Jean-Luc aurait quitté le camping juste après avoir déposé Frédéric Ricot, son compagnon de jardinage. Depuis, il n'est pas réapparu. Inquiète, Isabelle part à la recherche de son mari avec Alain, le propriétaire de la fameuse voiture en panne. Elle dit que dans la nuit, elle est allée avec un ami, qu'ils ont fait plusieurs kilomètres pour savoir un petit peu s'ils voyaient la voiture, etc. Les deux amis sillonnent les environs, en vain. À 3h du matin, ils rebroussent chemin et décident de rentrer. Au petit matin, sans nouvelles de Jean-Luc, Isabelle contacte sa belle famille. C'est elle qui m'a appelé moi au boulot en me disant que il n'était pas rentré. Moi j'ai appelé un de mes frères, on a cherché un peu partout, on a essayé de voir un peu s'il n'avait pas été chez ma mère et rien. Tout le monde a, semble-t-il, perdu la trace de Jean-Luc Lemaire. L'homme a-t-il été victime d'une mauvaise rencontre? Avait-il des raisons de s'absenter subitement? C'est ce que les gendarmes vont tenter de découvrir. À Longueuil-Anel, Isabelle vient de signaler la disparition de son mari, Jean-Luc. Face aux gendarmes, elle insiste sur le caractère alarmant de la situation. Elle explique que son mari est dépressif et que le fait qu'il ne soit pas rentré lui laisse à penser qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Âgé de 40 ans, cet employé de l'hippodrome de Compiègne est en arrêt maladie depuis 8 mois. Depuis son opération pour une hernie, il a un mal fou à se remettre sur pied. 3 semaines auparavant, il a même voulu en finir. De quoi redouter un suicide. C'est quand même, je pense, pour les gendarmes, quelque chose qui peut être crédible. Sachant que ça va pas bien, que la famille peut aussi conforter cette version, puisque depuis quelques mois, il est très amaigri, très faible, etc. Dès le lendemain, les gendarmes ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Ils effectuent leur première recherche et se penchent sur la vie de Jean-Luc. Il a rencontré Isabelle, voilà 12 ans. Ensemble, ils ont fondé une famille. Le
couple a 5 enfants, le couple est installé, la maman emmène les enfants à l'école, elle s'occupe bien d'eux, il n'y a rien à dire, et lui travaille à l'extérieur, donc un couple sans histoire. Sans piste sérieuse, les gendarmes décident d'entendre Frédéric Ricot, l'ami avec lequel Jean-Luc jardinait le soir de sa disparition. Il découvre que depuis 2 ans, il vit avec son ami et sa femme Isabelle. Le couple lui a offert l'hospitalité suite à des problèmes de logement. Ricot est un homme charmant. Il va chercher les enfants à l'école et il est présenté par les enfants comme un papa bis. Peu à peu, Frédéric Ricot devient un membre de la famille, au point de soutenir Jean-Luc dans ses épreuves les plus difficiles. Pendant son arrêt maladie, c'était Ricot qui lui faisait ses pansements, qui le soignait. Donc oui, tout semble démontrer qu'ils sont de vrais amis. À tel point que c'est lui qui a réussi à dissuader Jean-Luc de se suicider 3 semaines auparavant. Il veut aller se jeter sous le train et Ricot va, je dirais, le rejoindre le long de la voie de chemin de fer pour l'empêcher de mettre fin à ses jours. Alors que la thèse du suicide est la plus plausible, de son côté, Isabelle refuse de se résigner. Elle lance donc un appel aux médias. C'est dur, très dur. Oui. Je pense, j'espère qu'il va revenir. Ça, c'est le principal, hein, parce que c'est très très dur pour moi, les enfants. La femme qui reçoit les médias le 10 novembre, c'est une femme inquiète qui a perdu son mari, qui ne sait pas où il est, qui insiste lourdement sur le fait qu'il était dépressif. Alors que l'inquiétude monte, un indice va mettre les enquêteurs sur une première piste. À 30 km de là, on a signalé la présence d'une voiture suspecte en forêt de Compiègne. Cette voiture va être retrouvée incendiée dans la forêt, totalement carbonisée, mais sans corps à l'intérieur. Grâce à la plaque d'immatriculation, les enquêteurs parviennent à identifier son propriétaire. Il s'agit de la voiture de Jean-Luc Lemaire. Quand on retrouve une voiture incendiée, généralement, c'est parce qu'on a été victime d'un carjacking et que les voleurs ont incendié la voiture pour qu'on ne retrouve pas les empreintes. Donc là, je pense que les gendarmes ont de quoi véritablement s'inquiéter et lancer une véritable enquête criminelle. La thèse du suicide est abandonnée. Les enquêteurs vont devoir répondre à de nouvelles questions. Jean-Luc a-t-il été victime d'un règlement de compte? Qui pouvait en vouloir à ce père de famille sans histoire? Et y a-t-il encore une chance de le revoir vivant? À Longueuil-Hanel, cela fait 24 heures que Jean-Luc Lemaire demeure introuvable. Pour sa famille, les véritables raisons de sa disparition se trouvent du côté de son foyer, pour le moins atypique. Les gendarmes vont d'abord découvrir le fonctionnement de cet étrange ménage. Ils vont être orientés par la famille de Jean-Luc Lemaire, qui, elle, n'était pas dupe de ce qui se passait. Il nous pose des questions, savoir si on le connaît, quel rôle il joue là-dedans. Après, nous, forcément, on se pose des questions parce que depuis 1 an ou 2 ans, on n'est pas aveugle non plus. Car depuis longtemps, Jean-Claude, le frère de Jean-Luc, a de sérieux doutes quant à la fidélité d'Isabelle. Un sentiment renforcé à l'arrivée du 3e enfant du couple. La famille de Jean-Luc, quand même, a un petit doute sur... puisque est métisse. Alors là, ça pose problème. Nous, on avait bien vu que ça pouvait pas être de Jean-Luc. Isabelle donne comme explication qu'elle a fait une chute dans l'escalier et qu'elle est tombée sur le ventre. Ce qui fait qu'elle n'a pas la même couleur de peau que les autres. Bien évidemment, je vous explique pas la réaction de la famille, qui n'en croit pas un mot. Malgré tout, pour Jean-Luc, ça passe, parce que Jean-Luc est profondément amoureux de sa femme. Les gendarmes décident alors d'effectuer des tests ADN sur les 5 enfants du couple. Et les résultats sont implacables. Le petit garçon métis est le fils d'un amour de passage entre Isabelle et un voisin. Mais un autre résultat va créer la surprise.
Le papa de la petite dernière, eh bien, c'est Frédéric Ricot. Les doutes se confirment, Frédéric Ricot, qui a pour habitude de jardiner avec Jean-Luc, est bien plus qu'un ami pour Isabelle. Une situation que son mari ne pouvait ignorer. Certainement que cette situation le rendait malheureux. Le fait d'avoir un homme sous le même toit qui est très proche de son épouse, ça doit être quelque chose de compliqué. On le sait par ses collègues de travail, qu'il est préoccupé et qu'il est aussi extrêmement torturé par l'idée qu'il faudrait que cet homme parte. Sauf que Jean-Luc Lemaire, c'est pas un garçon autoritaire, c'est un garçon plutôt doux et paisible et qu'il a beaucoup de mal à dire à Frédéric Ricot « maintenant tu dégages ». Grâce à la famille, les enquêteurs découvrent alors que Jean-Luc n'est pas uniquement confronté à un problème d'ordre sentimental. La situation financière est difficile puisque M. le maire n'est plus en capacité de travailler suite à une dépression et de graves problèmes de santé. M. Lanternier va prêter, je crois, une somme d'environ 2 000 € à Mme le maire. Dès lors, les gendarmes ont l'étrange sentiment qu'Isabelle pourrait être impliquée plus qu'ils ne le pensaient dans la disparition de Jean-Luc. Alain Lanternier, le propriétaire de la voiture en panne, et Frédéric Ricot, l'amant d'Isabelle, le sont-ils aussi? À cet instant, les enquêteurs ignorent qu'ils ont face à eux un trio infernal et redoutable. Huit jours après sa disparition, Jean-Luc demeure introuvable. Le parquet décide alors d'ouvrir une information criminelle contre X. Car selon les gendarmes, Isabelle et les deux amis du couple n'ont pas dit toute la vérité sur cette nuit du 9 novembre. Donc à partir de là, eh bien, ces trois personnes-là vont être placées sur écoute, tout simplement. Et rapidement, les enquêteurs vont constater qu'Isabelle est une véritable accro au téléphone. On est en centaines, on est en milliers de contacts quotidiens. Quand on lit les relevés téléphoniques qui ont été opérés par la gendarmerie, on a l'impression que le téléphone était greffé au bout de son bras et qu'elle passait sa journée à envoyer et recevoir des messages. De nombreux messages, pour la plupart envoyés à des destinataires bien particuliers. Elle participe à des chats téléphoniques sur des sites de rencontres. Et là, ça dépasse l'entendement. Quand on imagine le nombre d'hommes qu'elle a pu avoir au téléphone ou physiquement, on se dit c'est pas possible. Isabelle, c'est quelqu'un de boulimique de relations amoureuses. On peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui n'en a jamais assez. Grâce à ces relevés, les enquêteurs découvrent que parmi les contacts d'Isabelle figure Alain Lanternier, l'homme que Jean-Luc et Frédéric Ricot devaient aller dépanner au camping. Tout indique qu'ils se sont connus par chat téléphonique, une rencontre qui remonte à une dizaine de jours. La relation va se nouer extrêmement rapidement puisque Madame le maire va trouver les mots que souhaite entendre Monsieur Lanternier. Alain Lanternier et Madame le maire auront une première relation sexuelle 2 jours avant les faits. Désormais, Alain Lanternier est dans le viseur des enquêteurs. Ils saisissent alors les bandes de vidéosurveillance du camping où il réside afin de les examiner. Une initiative qui va porter ses fruits. La caméra montre qu'à aucun moment, le maire n'est arrivé pour déposer Ricot. Contrairement à ce qu'ont affirmé Isabelle, Alain et Frédéric, Jean-Luc n'est jamais venu au camping. Mais la bande de vidéosurveillance va livrer une information plus surprenante encore. On voit arriver Isabelle Lemaire et Lanternier à minuit et demi, repartir à 1h50. Alors même que ces derniers étaient censés, selon la version d'Isabelle, chercher Jean-Luc sur les routes de l'Oise. Ils vont rester comme deux amoureux dans la caravane. Et il est où Ricot pendant qu'ils sont en train de s'amouracher dans la caravane? Il est à la maison, il s'occupe des gosses.
Isabelle et Alain ont donc menti. Dès lors, les soupçons se tournent définitivement vers ce trio. Soupçons confirmés par l'échange de textos entre Frédéric Ricot et Isabelle, peu après la disparition de Jean-Luc. On sent d'ailleurs un homme qui est en train de craquer, hein, qui dit il y a mes empreintes, je vais finir par me faire attraper. Pour les gendarmes, il n'y a plus de doute. Les trois amis partagent le secret de la disparition de Jean-Luc et les derniers espoirs de le retrouver vivant s'étiolent. À présent, ils vont avoir une tâche délicate, obtenir des aveux. Isabelle, Frédéric et Alain livreront-ils la vérité aux enquêteurs? Deux semaines après la disparition de Jean-Luc, Isabelle, Frédéric et Alain sont placés en garde à vue. Chacun va devoir rendre des comptes. Les enquêteurs mettent la pression surtout à Isabelle. Durant des heures, Isabelle est interrogée sur ses relations amoureuses, ses mensonges et surtout la nuit de la disparition de son mari. Dans un premier temps, Isabelle continue à raconter de toute façon qu'elle ne sait pas, qu'elle n'a rien à voir là-dedans. De son côté, Frédéric campe sur ses positions. Jean-Luc l'a déposé ce soir-là au camping et il ne l'a plus revu. Désormais, il va falloir faire parler Alain. Les gendarmes ont conscience que peut-être Lanternier est le plus fragile des trois. Et ils ont vu juste, l'homme craque. Il raconte que pour récupérer sa voiture en panne, il est allé chercher Jean-Luc et Frédéric chez les Lemaire avec le véhicule de son ex-femme. Dès lors, les deux voitures se suivent. D'un côté, Jean-Luc et Frédéric, de l'autre, Alain. Mais après quelques minutes, une altercation éclate entre Jean-Luc et Frédéric. Il voit ensuite M. Ricot sortir Manu Militari, M. le maire, de cette voiture, lui donnant des coups. Et Alain Lanternier ne comprend absolument rien à cette scène totalement étonnante. Il voit M. Ricot saisir au cou M. le maire et l'étrangler. Alain raconte qu'il est tétanisé. La violence avec laquelle Frédéric s'acharne sur Jean-Luc l'empêche d'intervenir. C'est un homme extrêmement impressionnable qui, lorsqu'il est confronté à quelque chose de violent, est incapable de réaction. Jean-Luc aurait donc succombé sous les coups de Frédéric. L'homme ordonne à Alain de le suivre jusqu'à la forêt de Compiègne où ils mettent le feu au véhicule de Jean-Luc. Mais Frédéric ne compte pas en rester là. Il veut cacher le corps de la victime. Alain propose donc de passer chez son ex-femme pour récupérer des pelles. Et là, ils repartent à la Grévière et ils vont creuser et ils vont enterrer le corps. Alain raconte être revenu avec Frédéric chez Isabelle, mais sans Jean-Luc. Le trio imagine le scénario qui sera raconté aux gendarmes dès le lendemain pour justifier la disparition de Jean-Luc. Devant de tels aveux, les enquêteurs décident d'entendre à nouveau Frédéric. L'homme craque à son tour, mais nuance la version d'Alain. Il va s'accuser. Mais il ne s'accuse pas d'assassinat, il s'accuse même pas de meurtre, il s'accuse en réalité de coup mortel. Pour Frédéric, la mort de Jean-Luc serait donc un accident. Mais contre toute attente, Alain l'accuse de l'avoir étranglé. Seule l'autopsie du corps de Jean-Luc permettra d'y voir plus clair. Les deux meurtriers sont alors transportés à la carrière où sa dépouille a été dissimulée. C'est une carrière qui a continué à être exploitée pendant cette période-là. Vous vous retrouvez de nouveau face à la scène de crime, retrouver exactement l'endroit où vous avez enterré le corps, c'est impossible. Au bout de quelques heures, les enquêteurs rentrent bredouille. Pendant ce temps, à la gendarmerie, Isabelle reste inflexible. Elle ignore tout du macabre scénario. Tout ce qu'elle admet, c'est qu'elle est la maîtresse de Frédéric.
Elle nous a menti depuis le début. Elle a menti à tout le monde. Elle a menti aux gendarmes, elle a menti à la presse. Elle passe à la télé. Oui, c'est une grande manipulatrice et tout ce qu'on veut. Mais elle est aussi coupable que lui. Isabelle est alors mise en examen puis placée en détention provisoire pour complicité d'assassinat. Frédéric le sera pour assassinat et Alain pour non-assistance à personne en danger. Pendant ce temps, à la Carrière, les recherches du corps de Jean-Luc se poursuivent. 15 jours plus tard, son corps est enfin découvert. Le médecin légiste nous explique quand même que le plus horrible est de savoir que Jean-Luc Lemaire a mis plus de 10 minutes à mourir. Reste à déterminer le mobile de l'assassinat. Les gendarmes constatent que le foyer croulait sous les dettes, ce qui n'aurait pas empêché Isabelle et son amant d'avoir des rêves de grandeur. Le couple venait de commander une voiture de luxe. Or, il n'a pas le début d'un euro. Donc pour le faire, c'est qu'il compte bien sur une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent qui pourrait s'expliquer par les contrats d'assurance vie que possédait Jean-Luc. Des sommes qui atteignent plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a quasiment 200 000 euros sur un contrat d'assurance vie. Alors que le mobile d'un crime vénal semble se dessiner, le véritable rôle de ce trio reste trouble. Qui a tué Jean-Luc? Isabelle était-elle l'instigatrice de ce crime? Autant de questions qui vont se poser lors du procès des 3 accusés. Trois ans après les faits, c'est dans la plus grande incompréhension que s'ouvre aux assises de Beauvais le procès de ceux que l'on surnomme le trio diabolique. Je ne vous cache pas que c'était très tendu dans le box. Isabelle et Rico ne se regardent pas. Isabelle est située devant Rico, il est toujours dans son dos, et là, elle est bloquée. L'assassinat de Jean-Luc Lemaire, c'est une patate chaude que chacun se refile en disant c'est la faute de l'autre. Une épreuve pour la famille de la victime, qui voit dans tout cela une provocation. Quand on les écoute un par un, ils n'ont rien fait. Rico, lui, il n'a pas arrêté de me regarder d'un air moqueur. Du côté des accusés, les avocats d'Isabelle et Frédéric pointent du doigt la passivité d'Alain, qui n'a jamais cherché à dénoncer ce meurtre sordide. Vous pouvez dire à votre femme, dis donc, je viens d'assister à un crime, c'est épouvantable. Téléphone, appelle la gendarmerie, appelle la police. Je suis dehors avec un dingue. Il me menace, il veut me tuer, c'est grave, etc. Non. Une pression qu'Alain Lanternier a du mal à supporter. À l'avant-dernier jour du procès, il craque. Lanternier, comme au premier jour, est totalement apeuré. Et ce soir-là, ce fameux jeudi soir, un Lanternier qui se gave de médicaments, consomme de l'alcool et commet une tentative de suicide. Le président de la cour d'assises prend la décision de repousser le jugement d'Alain Lanternier. Désormais, Isabelle et Frédéric occupent seuls le box des accusés. Pour les experts, ils sont chacun responsables de leurs actes, bien que dotés d'une intelligence limitée, probablement due à des carences psychologiques anciennes. Isabelle, dans son enfance, va vivre des choses traumatisantes. Et surtout un épisode particulier, c'est qu'elle se fait abuser par le fils d'un ami de sa mère. Donc effectivement, elle a un sentiment abandonnique, ce qui peut ensuite expliquer sa recherche et sa quête d'affection et d'amour. Au terme de plusieurs jours de procès, le verdict est révélé. Isabelle est condamnée à 12 ans de prison et Frédéric Rico écope de 18 années de réclusion criminelle. Au final, on donne 18 ans à Rico sur 30, mais 18 ans de prison normale. Et le pompon, on donne 12 ans pour elle. 6 mois plus tard, Alain Lanternier est condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis.
Mais au final, rien ne permet de savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit du 9 novembre 2008. On a dû s'approcher de la vérité pendant les 6 jours du procès, puisque toutes les versions ont été mises sur la table. Mais moi, je suis incapable de dire quel jour et à quelle heure j'ai entendu la vérité lors du procès Lemaire. Voilà plus de 5 ans que la famille Lemaire doit vivre avec l'absence de Jean-Luc, ignorant les terribles circonstances de sa disparition. Un drame qui laisse 5 enfants privés de leurs parents. On a anéanti 5 vies futures. Les enfants, il va falloir qu'ils vivent avec ça.